3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Forest est avec nous, le directeur des investissements de Candriam. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Xavier Chapard nous accompagne, stratégiste chez LBPAM. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Et Vincent Chénieux à nos côtés également. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, directeur de la recherche de Generali Investment. C'est le sujet qui fait parler depuis 14h30 tout à l'heure. On a même commencé à en discuter avant l'émission entre nous. L'inflation américaine. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce rapport mensuel du mois de mars qui ressort? Alors voilà, Pauline nous a donné les chiffres, 3,5% pour l'inflation globale sur un an, c'est un peu plus qu'en février, 3,8% sur un an pour l'inflation cœur, c'est inchangé par rapport au mois précédent. Est-ce qu'il y a toujours des effets de saisonnalité, comme c'était argumenté quand on a vu les rapports de janvier, de février, ou est-ce qu'on est sorti de ce phénomène? Et est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui s'enclenche ou qui se réenclenche du côté de l'inflation américaine à ce stade, Xavier? Alors, c'est un peu dur de dire qu'il y a quelque chose qui se réenclenche. En tout cas, c'est plus problématique en mars, parce qu'on devait avoir des effets plutôt favorables à la baisse sur l'inflation. On s'attendait à ça, d'où la surprise. On a le troisième chiffre beaucoup plus fort qu'attendu sur l'inflation corps. Et pour moi, le vrai problème, c'est que on s'attendait à ce que l'inflation ralentisse plus lentement, mais qu'elle continue à ralentir. Le chiffre du mois de mars, il met un peu en doute ça. Peut-être qu'on est déjà atteint le plancher pour l'inflation US à un niveau qui est encore très au-dessus du niveau ciblé par la Fed. Donc c'est un peu ça ce qui est le gros problème. Concrètement, dans le détail de l'inflation, qu'est-ce qui pose problème? C'est toujours la partie service, c'est toujours la question du poids du logement également, tel que mesuré dans le CPI américain. Alors, si on regarde le détail, il n'y a pas de problème côté biens. On continue à avoir des prix des biens qui sont stabilisés. Ouais. Bon, ça contribue plus à la désinflation, mais ça s'est stabilisé. Côté logement, la deuxième gros bloc, là, on a des persistances des hausses de prix, mais c'est des mesures un peu bizarres pour calculer l'inflation. Et dans l'outil qu'utilise la Fed pour calculer l'inflation, ça a un poids beaucoup plus bas que dans le CPI. Mais c'est quand même quelque chose qui pose question sur la persistance. On comptait en fait sur la baisse des prix des loyers pour faire baisser l'inflation cette année encore assez nettement. Bah, là, ça va moins vite que prévu de ce côté-là. Ouais. Oui, tout à fait, ça. Mais c'est même stabilisé en fait sur les derniers chiffres. Et pour moi, la partie la plus importante, c'est les services hors logement, parce que c'est l'économie de tous les jours et celle qui est la plus persistante. Là, on est à quoi? 4-5% On est encore remonté à 4,5%. À 4,5%. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a tous les services qui étaient liés au Covid et au transport, dont les prix avaient beaucoup baissé l'année dernière, qui, eux, commencent à se stabiliser. Et par contre, tout le reste, la partie moins volatile, on continue à avoir une inflation stable autour de 6%. Donc pas de réaccélération, mais des pressions encore beaucoup trop fortes et qui baissent toujours pas vraiment aux US. Tout le monde attendait ce chiffre, tous les stratégistes attendaient ce chiffre pour confirmer ou modifier leur call quant aux baisses de taux de la Réserve fédérale américaine cette année. Qu'en est-il pour vous, Xavier? Alors, chez LBPAM, on vient de retourner un peu notre veste en repoussant la première baisse de taux de juin à juillet. Donc on continue à penser que la Fed peut baisser ses taux, parce que les tendances sur les salaires, sur les anticipations d'inflation sont encore bonnes, et qu'on voit que la Fed a un gros biais pour faire au moins une baisse de taux cette année. On pense que juin, ça va être trop tôt, que juillet, c'est peut-être la bonne date pour être suffisamment avant les élections américaines. Donc ça compte. Et ça compte un peu, et puis ça rassurerait les marchés quand même de voir que la Fed reste dans le mood de plutôt à la baisse qu'à la hausse. Voilà. Mais par contre, on a repoussé d'un mois la première baisse de taux, et on pense qu'il n'y aura que 2 baisses de taux cette année contre 3, ce qu'on pensait précédemment. Bon, est-ce que l'histoire change un peu, beaucoup, du point de vue de la Fed, bien sûr, Vincent? Je pense que l'histoire continue, c'est-à-dire que la Fed joue ce jeu dans lequel, depuis l'année dernière, notamment le dernier trimestre, elle a ouvert la porte à des baisses de taux, mais elle ne cesse de repousser ces baisses de taux. À un moment, le marché pensait à mars, il a repoussé à juin, maintenant on continue de repousser, et le marché ne price plus que 43 points de base, je crois, de baisse de taux cette année. Moins de 2. Moins de 2 baisses cette année. Donc la Fed repousse toujours.
Ce qui me surprend, c'est qu'on a eu un ton relativement complaisant de M. Powell en disant oui, c'est peut-être des facteurs saisonniers, on n'est pas très inquiet. La réalité, c'est qu'on a quand même eu des hausses de prix de 20% en 4 ans aux États-Unis, très très loin donc de l'objectif de la Banque centrale. Alors, on peut toujours évaluer, discuter, on pourrait y passer toute l'émission sur les responsabilités, mais ce ne serait pas forcément très intéressant pour ce qui est des perspectives futures. Néanmoins, quand on a connu un tel choc inflationniste, on se doit de garder le temple et d'avoir un discours plutôt prudent sur l'assouplissement de la politique monétaire. Donc ça, c'est un peu surprenant. Il y a une question de crédibilité. Est-ce que la crédibilité de la Fed est mise à mal? Pour protéger cette crédibilité, probablement, elle va repousser la date et l'ampleur des baisses de taux, en effet. De notre côté, on avait déjà repoussé à juillet, mais effectivement, la question se pose. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est que le dernier meeting, et on aura d'ailleurs les minutes ce soir de la réunion du FOMC 19 et 20 mars dernier, avait vu un FOMC, un comité de politique monétaire dans son ensemble, confirmer et même consolider dans les projections qui sont faites l'idée de 3 baisses de taux cette année, avec une révision à la hausse de la croissance nominale pour 2024 et 2025. Oui. Bon. C'est pas que Jérôme Powell, quoi. Non, mais absolument. Et après, il y a un débat. Certains membres, comme Bostic, par exemple, militent pour une seule baisse de taux cette année. Donc, il y a un débat, mais je pense que la Fed, en effet, est surprise par cette inflation qui est un peu collante. 4,5% annualisé sur les 3 derniers mois pour l'inflation sous-jacente. Ouais, c'est pas très confortable. C'est pas confortable. C'est pas très confortable. Ouais. La mesure 3 mois annualisée était tombée au plus bas en août 2023, 2,4%. Sur le rapport de mars, elle est revenue à 4,5%. La difficulté également, c'est que on a une inflation des services qui en effet a été forte et la désinflation dans le secteur des biens aidait. Le problème, c'est que dans le secteur des biens, si on regarde notamment la composante prix de l'ISM manufacturier, elle est en train de remonter avec le prix du pétrole. Le prix du baril a beaucoup remonté. Et donc, cette désinflation des biens est en train de se terminer. Et pourrait se retourner même. Et pourrait même se retourner, va se retourner probablement. Va se retourner avec des effets de base. Donc, il faut vraiment que les services, l'inflation dans les services se détente nettement. Ouais, j'entends. Comment ils sortent de ce... Bon, enfin, on dit souvent qu'ils se mettent dans un corner. Bon, mais comment ils s'en sortent? La Fed, j'entends. C'est-à-dire, il faut quand même qu'on puisse baisser les taux parce qu'on n'a pas arrêté de le dire. Et en même temps, on voit bien que ni l'activité économique, ni l'inflation nous donnent des feux très verts pour pouvoir y aller franchement à coup de 3-4 baisses de taux, quoi. Alors moi, je pense que ce qui est important, c'est bien de distinguer ce qu'on doit faire en tant qu'investisseur et quand on se met dans les pots de la Fed avec beaucoup de modestie, parce que ce n'est pas un exercice facile. Par rapport à ce qui était dit, évidemment, je rejoins les commentaires. Ce qui me semble important, c'est ce qu'a dit le dernier commentaire de Vincent, qui moi est pour moi important. C'est le télescopage entre ce qui s'est passé sur les services et ce qui se passe sur le bien. Et donc, le risque, en effet, et je crois qu'on pourrait aussi en parler au niveau de la Banque Centrale Européenne, c'est dans quelle mesure, à un moment donné, le rebond de l'activité manufacturière, le rebond des matières premières et du pétrole, ne va pas réentraîner une deuxième dynamique inflatoire. Et donc ça, c'est la grande question qui se posera, à la fois pour la Fed et encore plus pour la Banque Centrale Européenne, qui a souvent regardé l'inflation totale que l'inflation corps, alors que la Banque centrale américaine regarde l'inflation corps. Donc ça, il faudra quand même suivre avec attention. Et puis quand vous dites que la fenêtre de tir, elle n'est pas éternelle. Et c'est là où je veux venir sur mon deuxième point, c'est qu'aussi, le deuxième point, c'est vraiment, pour Jay Powell, comment il va gérer le calendrier de court terme, du moyen terme. Le court terme, c'est ce dont on parle actuellement. Est-ce qu'ils vont baisser en juin, en juillet? Honnêtement, pour l'investisseur obligataire, ça ne changera pas grand-chose. S'il baisse, il baisse. La question, c'est après. Et donc, c'est la question du moyen terme. Il baisse, mais quel est le point d'atterrissage? Et qu'est-ce qui se passe en 2025? Et malheureusement, pour Jay Powell, l'horloge clock is ticking, et on se rapproche des élections américaines. Il semble qu'au vu des déclarations de Donald Trump, il ne soit pas le candidat favori du candidat républicain. Et donc, qu'est-ce qui se passe en cas d'élection de Donald Trump du côté de la politique monétaire? Que se passe-t-il sur l'inflation si on implémente à la fois les mesures sur les tarifs et qu'on implémente aussi les mesures décidées ou envisagées par Donald Trump sur l'immigration? Et si là, on a une deuxième vague inflatoire, que fait la Fed?
Donc, pour moi, et je pense que la Fed, elle s'est trop positionnée sur des baisses de taux pour ne pas essayer de les faire. Je pense qu'elle a intérêt à les faire clairement avant septembre, parce que sinon, on voit bien qu'elle est attaquée par le candidat républicain, et donc elle doit baisser, elle va baisser. Pourquoi elle doit baisser? Non, mais juste, Bah, c'est quoi le sens de faire une ou deux baisses de taux quand on en a fait je sais plus combien pour passer de 0 à 5,25, 5,50? C'est quoi le sens d'en faire une ou deux? Oui, elle s'est beaucoup avancée là-dessus. D'accord. Elle peut revenir en arrière naturellement, mais elle s'est beaucoup avancée. Le marché, elle s'est beaucoup avancée. Bon. Après, elle va sans doute être un peu plus data dépendante et regarder. Le marché d'emploi a été très solide, on l'a vu. Les chiffres d'inflation sont plutôt solides. Bon, voilà. Après, est-ce que c'est en soi dramatique comme nouvelle pour l'investisseur? C'est quand même la question qu'il faut se poser. On est dans un monde où l'inflation avait explosé. Elle est quand même à des niveaux beaucoup plus raisonnables, même si elle rebondit. Et la croissance, surtout, la croissance réelle américaine, est plus solide. Donc, pour l'investisseur de classe d'actifs risqués, c'est un scénario qui n'est pas dramatique. Le risque, pour moi, principal aujourd'hui, c'est le risque d'erreur de politique monétaire. Et ce risque-là, on ne le saura que dans le moyen terme. C'est ce que j'évoquais. C'est pas la baisse maintenant. Le risque, c'est de savoir s'ils baissent une ou deux fois et qu'ils doivent les remonter en 2025. Et ça, c'est un peu trop tôt pour le dire. Pour vous, le péril, c'est plus ce qui est anticipé pour 2025. Et même la Fed projette, après 3 baisses en 2024, 3 autres baisses en 2025. Et c'est plus là, pour vous, moi, il y a quelque chose qui est, pour moi, la grande incertitude, qui est pas clair encore. Pour moi, la grande incertitude aujourd'hui, c'est celle de 2025. Et c'est là, évidemment, ça dépendra énormément du calendrier politique. Oui. J'ajoute quand même que, en tant qu'investisseur, je regardais le marché des inflationing bonds et les break-even. Ça se tendait de 5 points sur le break-even 10 ans. Relax, hein, les investisseurs. Voilà. Donc ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les taux se tendent énormément. Et ce qui est important, c'est de regarder ce qui se tend, c'est à la fois les taux réels et la composante inflatoire. Et la composante inflatoire, pour l'instant, le marché n'est pas en panique. Depuis mars 22, s'il y a une victoire de la Fed, c'est d'avoir ancré et réancré, ne pas laisser dériver ces anticipations d'inflation mesurées par le marché. C'est là où je veux en venir. C'est que pour moi, tant que les anticipations d'inflation restent sous contrôle, eh bien la Fed peut envisager de suivre et voilà. Par contre, c'est vrai que si maintenant on a des anticipations d'inflation qui repartent à la hausse, là ça remettra en cause le calendrier. L'objectif primordial d'une banque centrale de maintenir ces anticipations d'inflation. Pour moi, si on regarde l'impact sur les autres marchés, notamment les actions, tant que la Fed repousse en disant qu'elle va continuer à baisser les taux quand même si c'est plus tard, et que elle repousse pas parce que l'inflation réaccélère, mais parce que l'activité tient très bien, c'est très positif pour les actifs risqués. Le risque, il est pour moi, si la Fed change de discours le jour où la Fed doit dire finalement je me suis trompé, je vais pas baisser les taux. Et je reviens dans le mode de 2022, début 2023, où c'était, même si ça doit faire mal, je remonterai les taux. Ouais. Et c'est ça qui est très mauvais pour les actifs risqués. On n'en est pas là pour moi, mais le risque, il augmente. En fait. Je comprends. Donc pour l'instant, on est encore dans une dynamique positive, si c'est un peu plus d'inflation, mais pas de réaccélération, et parce que l'économie va très bien. Si on passe dans un mode où la Fed commence à avoir peur et dit il faut que je durcisse les conditions, là ça change tout, même à court terme pour les actifs risqués à mon avis. Vincent, vos commentaires et puis comment est-ce que la Fed peut gérer un calendrier de la Réserve fédérale américaine qui est plus tout à fait le même et est-ce que c'est un problème? Pas forcément pour une baisse de taux en juin, mais pour le chemin et le rythme des baisses de taux de la BCE devant nous. Oui, alors d'abord, je pense que le consensus de marché, une fois encore, est puni. Parce que s'il y avait un consensus cette année, c'est qu'on allait voir des baisses de taux assez généreuses, que les rendements longs allaient baisser, et ça ne se produit duration. pas. Long back, longue duration. Voilà. De l'autre côté, on avait mis en garde contre des stratégies de quantification qui étaient également très populaires. Donc le consensus était déplacement vers le bas de la courbe des taux avec une forte quantification au cours du processus de baisse des taux. Et ça, pour l'instant, c'est puni et c'était prématuré. Ceci dit, là, je pense qu'on est dans un contexte de marché dans lequel on a eu plutôt des bonnes nouvelles, des nouvelles réassurantes sur la croissance globale. Donc ce n'est plus simplement l'économie américaine qui jusqu'à présent avait été formidablement résistante. C'est également, enfin, on sort du tunnel en Europe, des nouvelles un peu meilleures pour la Chine. Donc le marché est en train de pricer cette amélioration et le marché est beaucoup moins ambitieux sur la baisse de l'inflation.
j'en veux pour preuve que si vous regardez le marché des obligations indexées sur l'inflation, et notamment les CPI anticipés par le marché dans les 12 mois qui viennent, le point bas aujourd'hui dans les 12 mois aux États-Unis, il est à 2,5. D'inflation 2,5 d'inflation, Ah ouais. le point bas en glissement annuel. D'accord. Il y a quelques mois, on avait un point bas à 2%. Oui, bien sûr. Donc le marché a clairement révisé quand même à la hausse D'accord. les perspectives d'inflation de court terme. Tout ça, ça a poussé la courbe des taux vers le haut. Je pense, in fine, quand même, que c'est une opportunité d'achat. Je pense qu'on oublie que l'économie américaine pourrait ralentir. Et en l'occurrence, cette inflation n'est pas une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des ménages. Et on voit le consommateur qui commence enfin à donner des signes de fatigue. Et beaucoup de mauvaises nouvelles, entre guillemets, sur l'inflation sont pressées. Personnellement, je pense que sur les niveaux de 4,60, 4,65 sur le taux 10 ans américain, c'est une opportunité d'achat. Après, vous avez parlé de la BCE. La BCE est dans une situation un peu différente de la Fed. D'abord parce que, contrairement aux États-Unis, l'économie européenne est à l'arrêt depuis 18 mois. Donc on n'a pas de croissance, donc la situation économique... Mais nous, c'est pas un problème d'atterrissage, c'est un problème de décollage. Voilà. Et de l'autre côté, les nouvelles inflations ont été un peu rassurantes. Quoique, si on regarde sur les 3 derniers mois, c'est pas non plus très bon en Europe. Donc il faut pas... Non, si on regarde l'inflation ajustée et variations saisonnières sur 3 mois, okay. Bon, c'est vrai qu'on venait d'une désinflation très forte en fin d'année, au 4e trimestre. Ouais. Mais là, sur ce début d'année, c'est pas non plus terrible. Mais je pense qu'effectivement, la BCE baissera avant la Fed. Et plus que la Fed. Et probablement plus que la Fed cette année. Oui. D'accord. Et non mais d'accord, parce que c'est à front renversé de ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques mois, hein, où on pensait que la Fed allait assez vite, assez fort dans les baisses de taux, et que la BCE suivrait avec un peu de décalage et peut-être avec un rythme un peu moins agressif. Je pense que la BCE peut anticiper, mais il ne faut pas aller trop loin dans cette idée de déconnexion de l'inflation européenne, américaine. L'idée selon laquelle les chiffres d'inflation américains sont très mauvais et les chiffres d'inflation européens sont très bons est un peu exagérée. Ouais. Sur le plan de l'investissement, oui. Donc vous disiez, Vincent, 4,60, 4,65 sur du 10 ans, c'est une porte d'entrée, ou en tout cas c'est des niveaux d'achat pour vous encore aujourd'hui. Dans le contexte d'inflation, de perspective de baisse de taux, vous préférez acheter de la dette souveraine américaine ou de la dette souveraine européenne aujourd'hui Alors nous on était plutôt sur la dette européenne qui se tient bien. Donc quand vous parliez Bundesbank, il y a quand même l'investissement obligataire. Flux, hein. Il y a eu énormément de flux. Massif. L'investissement obligataire en crédit a quand même super bien performé. Et les obligations d'État européennes, dans leur ensemble, se tiennent bien. Nous ne parlerons pas ici spécifiquement de la France, mais si on voit l'Italie, si on voit le crédit, ça a bien tenu. Et c'est vrai que, par contre, le marché obligataire américain a souffert. Mais là, c'est plutôt une opportunité d'achat, en effet. Parce que si ça se tend davantage et qu'on retouche 4,90, 4,70, ce sont des niveaux d'achat. Les investisseurs reviendront. C'est quand même des taux qui sont assez attractifs. Et donc, on pourra aussi se poser la question, quel est l'intérêt d'avoir des classes d'actifs risquées, du crédit IG ou du high yield qui rapportent un tout petit peu plus, comme vous avez du 5% sans risque américain. Donc oui. Et du côté de la Banque Centrale Européenne, si elle baisse les taux, c'est plutôt aussi un facteur de soutien. Donc voilà, donc c'est un peu de volatilité sur le court terme certainement, mais on voit pas pour l'instant, on voit pas de panique, on voit pas d'investisseurs qui sont vraiment à la vente sur l'obligataire, sachant que certains ont loupé aussi le rallye de la dernière partie de l'année. Voilà. Et du côté de la Banque Centrale Européenne, nous on pense qu'ils vont baisser les taux, mais là encore, je reviens sur mon idée de départ. La BCE aujourd'hui elle a peur de quoi ? Elle a peur du syndrome Trichet. Hein ? Moi, j'ai regardé le nombre de baisses de taux qu'il y a eu, le nombre de cycles de baisse de taux de la Banque Centrale Européenne, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu depuis la création de 1999 de la Banque Centrale Européenne, il y en a eu 4-5. C'est pas énorme. Et quand on fait, quand on regarde et qu'on a le souvenir de ces cycles de baisse de taux, malheureusement, il y en a une ou deux qui sont intervenus, la plupart, sur des modes urgence. 2008, 2011, après une hausse de trop. Et donc, ici, je pense que la Banque Centrale Européenne, elle va baisser les taux, mais le stress et l'inquiétude qu'elle a, je pense aussi, ça sera que l'inflation, et notamment l'inflation headline, puisse repartir à la hausse. Donc, elle ne pourra y aller que
pas à pas, très progressivement, très graduellement. Il n'y aura pas d'engagement sur un rythme spécifique de baisse de taux ou un quantum spécifique de baisse de taux à partir du 6 juin prochain. Où est la forward guidance, hein? Data dependent, not time dependent, c'est ce qu'elle a dit. Et elle va prendre vraiment beaucoup de prudence. Et en même temps, on nous dit que oui, le printemps est là et que ce sera au printemps et qu'on peut réajuster, qu'on peut en faire 2 ou 3. Enfin, bon. Non, mais elle va baisser les taux et elle va attendre. Mais du coup, voilà, dans ce contexte, quand même, pour l'investisseur obligataire du crédit, c'est plutôt pas mauvais, surtout si l'activité manufacturière en Europe repart à la hausse. Même si effectivement on a des défauts et on a des restructurations sur le marché du high yield européen avec des noms spécifiques, c'est quand même plutôt une opportunité avec des valorisations attractives. Sur le marché du souverain, ça crée des opportunités. Et du côté du marché action, là c'est vraiment le point qui est important à suivre. C'est si cette hausse de taux continue à s'enclencher, c'est vrai que c'est un problème pour une partie des secteurs en bourse. C'est un problème aussi, une question pour les small et mid cap. Donc là, on a vu le Russell sur la nouvelle, donc les petites et moyennes capitalisations américaines, sur la publication du chiffre d'inflation, ça perd 3%. Et donc voilà, et donc c'est vrai que c'est plutôt du côté du choix des secteurs, du choix des valeurs, du choix de la taille, tout ce biais action, c'est ça qu'il faut suivre, et c'est ça qui est un peu plus compliqué pour le gérant, de pas se laisser avoir, parce que c'est vrai que si on est reparti pour un environnement de plus grande tension, c'est vraiment un remet en cause un peu les tentatives qu'il y a eu de réallocation sectorielle de ce début d'année, et ça peut être plus compliqué, même si je note que aux États-Unis, le secteur de l'IT sur lequel nous on était positif, on est revenu neutre, ce secteur-là, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Non. Mais voilà. Mais c'est vrai que ce sont des secteurs. Oui, mais le momentum est moins fort pour ces sociétés-là de forte croissance. Non, mais Vincent, si vous regardez le niveau des valorisations, que ça soit le marché du high yield, les spreads de crédit, la volatilité, quand on avait le même niveau de taux en 2023. Et aujourd'hui, c'est dramatiquement opposé. Aujourd'hui, les marchés d'actifs risqués ne sont plus du tout dans la même inquiétude. Et pourquoi ? Parce qu'ils pensent qu'il y a de la croissance et que l'inflation baisse. Mais si, à un moment donné, on repart un peu sur l'inflation, voilà. Xavier, sur cet équilibre, effectivement, croissance nominale, moi c'est ce que je dis, la croissance nominale va être plus forte pour plus longtemps. C'est un peu ce que nous dit la Fed dans ses dernières projections. Et pour l'instant, ça a très bien marché pour les actifs risqués, les actions. Tout à fait. Le risque, comme je disais, c'est un changement de ton de la Fed. Je ne l'anticipe pas là à court terme, vraiment un retournement. Ils vont être patients, mais sans se retourner. Le risque, c'est s'ils commencent à retourner le discours en disant « Ah ben non, finalement, il faut freiner ». Et c'est là où c'est très mauvais pour les actions, même si c'est des actifs réels. Moi, je trouve, sur votre question entre les États-Unis et l'Europe, qu'il y a quand même beaucoup moins d'incertitudes. Au milieu de toutes ces incertitudes, on a quand même moins d'incertitudes en Europe, que ça soit sur la BCE, qui devrait quand même baisser ses taux. On peut se tromper d'une ou deux baisses de taux, mais au final, la trajectoire, elle est quand même plutôt là. Que ça soit sur le taux d'équilibre de long terme, où là, aux États-Unis, on est vraiment quand même dans le flou. Où est-ce qu'est le bon point d'atterrissage ? En Europe, il y a aussi des incertitudes, mais on est beaucoup moins. Est-ce que c'est 2,25, 2,50 ? Je comprends. Bon, s'il faut revoir la croissance potentielle, ce sera dans une amplitude différente de ce qu'on peut imaginer aux États-Unis. Sur le risque budgétaire, pour moi, il y a quand même moins de risques en Europe, vu les règles européennes qui reviennent dans le rang. Qu'est-ce que vous appelez risque budgétaire, Xavier ? Le risque de dérapage des budgets, et du coup, le marché qui remet en question... Trop lâche dans la politique budgétaire. Voilà. Et du coup, la crédibilité des États pour maintenir leur dette, je pense qu'il y en a moins en Europe. Alors, la contrepartie, c'est la croissance nominale qui est moins forte. Mais c'est déjà pas mal intégré dans les marchés actions. Les anticipations de bénéfices pour cette année, c'est flat en zone euro. Donc, il y a... Oui, le marché n'est pas. Ça aveugle pas avec le potentiel de l'Europe. Si l'Europe a su performer depuis le début de l'année, c'était plutôt une normalisation des valos qui était très basse encore jusqu'à l'année dernière. D'ailleurs, emmené par des secteurs très value ou cycliques, les banques, l'automobile, l'industrie, etc. Et si je regarde les facteurs, là aussi, j'ai beaucoup plus d'incertitudes sur ce qui va se passer entre value, gros, small, big aux US qu'en Europe, où là, la reprise cyclique, enfin, le PMI qui est repassé au-dessus de 50, tout ça, favoriserait enfin la value et les small. Ce qu'on voit depuis quelques semaines ou une paire de mois. Il ne faut pas que les taux dérapent. Voilà. Mais c'est là où je pense qu'il y a moins d'incertitudes côté européen. Les banques, je ne sais pas. Les banques, pour les small et mid, oui.
Là, il y a un facteur taux qui est fondamental, même, j'ai l'impression. C'est là où il y a des choix peut-être un peu plus faisables en Europe, Oui. ou aux US, il faut rester très diversifié et pas trop biaisé, parce qu'il y a des incertitudes quand même qui restent très élevées dans les deux sens. Comment vous regardez quand même l'ensemble du policy mix aujourd'hui? On demande aux banques centrales de nous donner une guidance, une forward guidance. Est-ce qu'on a une forme de fiscal guidance côté américain, côté européen? Enfin, en tout cas, qu'est-ce que vous comprenez de la fiscal guidance, des prévisions, perspectives offertes en matière de politique budgétaire? Et est-ce qu'on peut trouver que les marchés sont quand même relativement bienveillants face à l'ampleur des déficits aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou en Europe pour certains pays? Les derniers dérapages qui font beaucoup parler sont ceux et de l'Italie et de la France, par exemple, Vincent. Oui. Pour autant, les spreads indiquent pas une panique ou une tension ou un mur très proche. Oui, alors, je crois qu'il faut différencier les États-Unis d'un côté et l'Europe de l'autre. Aux États-Unis, évidemment, ça va beaucoup dépendre de l'élection. Mais particulièrement en cas de victoire de Trump, on peut craindre que la politique budgétaire reste très accommodante et que les déficits restent élevés. Bon, ceci dit... Il n'y a pas un appétit côté démocrate non plus pour une consolidation budgétaire terrible. Hein. Non plus, en tout cas, elle ne s'est pas produite, c'est le moins... Non, mais c'est un peu plus orthodoxe. C'est plus orthodoxe. Oui, enfin, elle ne s'est pas produite sur les dernières années. C'est le moins que l'on puisse dire. Donc, côté américain, je ne vois pas vraiment de retournement. Côté européen, en revanche, il semble que les règles budgétaires reviennent dans le jeu et donc que la Commission va commencer à tordre les bras pour que on rentre dans le rang sur les déficits. Ça va probablement impliquer une politique budgétaire un peu plus restrictive côté européen. Et c'est pour ça que, même si effectivement on sort du tunnel en Europe, je crois qu'il ne faut pas non plus trop s'emballer sur l'accélération de l'économie européenne. D'abord, la BCE va être assez prudente dans un environnement où l'inflation reste trop haute et on va avoir un modeste resserrement budgétaire. Donc le marché en l'occurrence a quand même beaucoup anticipé. Alors il est assez naturel que les cycliques, comme vous dites, surperforment dans un marché action haussier, surperforment notamment contre les valeurs défensives, mais là ça a beaucoup surperformé. Donc je pense que les cycliques, il faut regarder ça avec un œil très sélectif. Le marché a déjà anticipé, je pense, beaucoup de bonnes nouvelles en la matière. Certains secteurs sont en retard, par exemple l'énergie, effectivement les small caps, où là je pense que si effectivement on arrive sur le pic des taux longs, on peut avoir un effet rattrapage. Mais voilà, le marché a déjà anticipé beaucoup de bonnes choses sur la reprise de l'activité économique. Comment vous regardez le réveil du complexe des matières premières, comme je le présentais tout à l'heure? Pétrole, c'est 20%. Sur les métaux industriels, on doit être sur du plus 10% peut-être depuis mars. Et puis l'or qui fait discuter et fait parler chaque jour aujourd'hui. Alors l'or, je pense qu'on peut lier ça aux questions de crédibilité des banques centrales. En effet. Avec une inflation qui reste assez forte et des discours de banquiers centraux qui sont quand même relativement complaisants. Pour le pétrole, évidemment, on a des facteurs géopolitiques importants, ce qui se passe au Moyen-Orient, les questions Israël, Iran notamment, qui jouent, ainsi que, bien sûr, cette idée d'une reprise de l'activité manufacturière qui pourrait mettre des pressions à la hausse. En général, la hausse du prix de l'énergie est quand même une menace pour la stabilité financière globale. Donc quelque chose à regarder de très près. Je note que la volatilité sur les actifs risqués, qui était extrêmement basse, oui, c'est vrai, notamment sur les actions et sur le crédit, est en train de remonter. Et ça met quand même un bémol quant à l'optimisme qu'on peut avoir sur ces actifs risqués. On voit que la vol crédit, notamment, si vous regardez la vol du crossover, par exemple, est en train de remonter assez nettement. Je pense que ça, c'est quand même un facteur qui va freiner un petit peu la formidable embellie qu'on a eue sur ces actifs risqués depuis 6 mois. Et on voit un peu de fatigue à ce niveau-là. Ouais. L'or, quand même, je ne sais pas comment vous regardez le message envoyé par l'or, Xavier. Non, mais parce que les taux réels montent. Les taux réels montent, le dollar se tient bien. Et on me dit les achats des banques centrales. Bon, elles achètent depuis un moment, les banques centrales, elles ont acheté tout au long de 2023, etc. Et c'est maintenant que ça déclenche, quoi. Ouais. Que l'or monte.
Alors, pour l'instant, j'ai pas l'impression que c'est un désancrage des anticipations. On le voit pas sur les obligations indexées et tout ça. Donc, je pense pas que ça soit un problème. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment un problème de banque centrale. Il y a peut-être l'incertitude politique globale qui joue. Ça reste. C'est pareil. Oui, on a dit aussi beaucoup que c'était l'inflation, mais. L'or, elle monte quand l'inflation baisse comme quand l'inflation monte, là, en ce moment. Donc, au final, donc pour moi, c'est un peu compliqué de suivre. Alors, il y a les investisseurs qui sont très, très longs or, donc ça a été renforcé par des flux spéculatifs, là, depuis 2 mois. Pour moi, c'est un petit peu exagéré, mais on a du mal, en fait, à expliquer très bien ce qui se passe. Et peut-être que c'est l'effet... et si on regarde la hausse du Bitcoin aussi, en ce moment, je ne vais pas trop en parler, mais ça va... en ce moment, il y a un marqueur de quelque chose, en tout cas. Voilà, c'est peut-être la marqueur d'une défiance plus globale sur toutes les incertitudes qu'on a sur l'évolution politique. Ouais. Bon, l'enjeu pour les marchés actions, vous l'évoquiez tout à l'heure, l'idée d'une rotation devant nous, les résultats vont arriver là, est-ce que c'est un facteur de soutien fondamental ou est-ce que les marchés actions restent drivés essentiellement, je sais pas, par des questions techniques, par des questions de politique monétaire avant tout aujourd'hui, Nicolas ? Je pense que c'est difficile de timer aujourd'hui vraiment une rotation sur les styles et la vue sectorielle, on en a parlé, donc il faudra suivre attentivement les publications des résultats. Il y a quand même des résultats qui ont été très forts quand même en première partie de l'année, notamment sur le secteur technologique. Il faudra suivre notamment le secteur des semi-conducteurs qui reste quand même aussi très très fort. SMC envoie un signal fort ce matin avec des chiffres puissants de croissance d'activité, Exactement. etc. Donc ça montre aussi, et donc c'est vrai qu'on pourrait, ça sera l'occasion de voir, de renforcer ou pas le thème de la cyclicité. Il y a des opportunités, mais voilà, on l'a mentionné. Small et mid cap, on en a parlé, mais il faut avoir un peu plus de visibilité avant d'être plus positif. Donc oui, on va suivre ça. Il y a des signaux, c'est vrai, un peu de tassement, Vincent en parlait, un peu de fatigue. J'aime bien l'idée. Il y a une fatigue de la hausse, quoi. Mais néanmoins, le marché est quand même très fort. Et même si ça nous paraît surprenant, si on a du mal à l'entendre, il faut l'observer tel quel. Et ça reste un facteur, c'est compliqué de se mettre vraiment fortement contre. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que du côté des émergents, est-ce que ça reste là aussi des zones ? Alors on parle beaucoup de l'Inde, bien sûr. Alors je ne mets pas le Japon dans les émergents, mais je mets dans la partie asiatique. Là aussi, est-ce que c'est des marchés qui restent clés, stratégiques, peut-être pour les allocataires aujourd'hui ? Oui, alors bon, si on parle d'émergents, forcément on est obligé de parler de la Chine sur les marchés d'actions, qui représentent quand même le marché le plus important, mais il y a le reste aussi de la Chine autour de toute l'Asie et l'Asie du Sud-Est. Donc c'est vrai que sur Taïwan ou sur Corée, on dit qu'ils sont émergents parce qu'ils sont dans le benchmark, mais ce sont quand même des pays largement développés. Ce sont des pays qui sont encore très très forts, sur lesquels nous on est positif. Et donc toute cette partie d'Asie reste quand même assez bien soutenue. On parlait de semi-conducteurs, donc c'est quand même très positif pour Taïwan. Les exportations les plus fortes depuis 2 ans, là, voilà, qui ont été publiées ce matin pour le mois dernier. Investir sur les actions émergentes. On voit d'ailleurs des flux début d'année où les investisseurs reviennent, même si certains sont timides sur la Chine. Donc la grande question évidemment c'est la Chine. C'est pour ça qu'il y a des stratégies qu'on développe qui sont en dehors de la Chine, ex-China. Ouais. Et ça, il y a de la demande pour ce type de produits. Et du côté de la Chine, oui, un peu de rebond, avec des tentatives du gouvernement de soutenir le marché action, mais qui sont quand même assez tactiques. Fondamentalement, l'histoire économique de la Chine reste quand même assez inquiétante. Donc on n'est pas, nous, stratégiquement long sur la Chine. Tant sur la dynamique de croissance que sur les déséquilibres économiques de la Chine. C'est compliqué sur le marché immobilier, c'est compliqué pour le ménage chinois. Donc, je dirais que les marchés émergents, le point qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'opportunités en différents pays. Je parle de Taïwan, je parle de la Corée, il y a d'autres pays, à l'Inde, qui offrent des opportunités. Donc, pouvoir le faire à travers un panier, ça, c'est pas mal. Bon, et après, il y a la dette, mais ça, c'est un autre sujet qui aussi a été intéressant et sur lequel, peut-être, là,
du côté des dettes émergentes locales, ça devient un peu moins attractif, surtout quand on compare ça à un taux américain. La mécanique, c'est que si vous avez un taux 10 ans US qui s'approche des 4,55%, c'est moins intéressant d'acheter la dette Est-ce que pour d'ailleurs des gros pays émergents, je pense notamment à l'Amérique latine, très corrélés avec le dollar, par exemple, beaucoup de banques centrales ont déjà commencé à baisser leurs taux en anticipant ce qu'allait faire la Réserve fédérale américaine. Ça peut provoquer des frictions ici et là, par exemple, sur ces marchés ? Je pense pas tout de suite, parce qu'ils ont réagi avant la Fed et le contrôle de l'inflation domestique. S'il n'y a pas une reprise de l'inflation dans les biens et dans les matières premières trop forte, ils devraient arriver à être obligés de remonter les taux tout de suite et tout ça. Maintenant, c'est déjà très bien acheté. Et après, d'un point de vue actif risqué même pour le LATAM, il y a quand même la reprise cyclique chinoise. Je suis assez d'accord sur le fait que ce soit que du cyclique et je m'attends plutôt à un ralentissement à la deuxième partie de l'année. Mais pour l'instant, on est surpris positivement par les chiffres et ça pourrait durer au moins jusqu'à l'été. Et ça, c'est aussi, ça aide les matières premières, le complexe matières premières forcément, et les pays pas mal de pays émergents, notamment au LATAM, sur les exportateurs de matières premières. Donc ça, pour moi, ça reste un thème plutôt porteur, je vous dis, pas à long terme, mais d'un point de vue conjoncturel. Sur les émergents, puis j'évoquais aussi le Japon, le Japon qui a été le marché de 2023, le comeback, 34 ans après. Est-ce que l'histoire continue ? On a eu une première normalisation de la politique monétaire. Visiblement, la porte reste ouverte pour d'autres recalibrations des taux directeurs, notamment de la politique monétaire. Est-ce que ça peut faire souffrir le marché action japonais à un certain point ? Sur le Japon, on voit encore de la valeur dans les actions, mais c'est vrai que c'est plutôt ce qu'on appelle un early play. Ça a déjà très bien performé, donc on devient un peu plus prudent. Moins agressif, en la matière. On voit un peu plus de potentiel sur les pays, en effet, comme la Chine ou la Corée. Alors après, la Chine, effectivement, c'est l'éléphant dans la pièce, et le risque, c'est qu'effectivement, en cas de victoire de Trump, on ait un relèvement massif des tarifs à l'importation aux États-Unis, ce qui pourrait pénaliser assez fortement la Chine. Donc ça reste quand même un pari très risqué. Donc on est plutôt positif sur les actions émergentes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je sens une certaine fatigue dans les actifs risqués, et donc on n'a pas un appétit démesuré pour le risque. Personnellement, je vois encore de la valeur dans le crédit investment grade. C'est vrai que ça s'est beaucoup resserré contre obligations gouvernementales, mais si on regarde contre swap, l'image est un peu différente, parce que les obligations gouvernementales elles-mêmes se sont beaucoup dépréciées par rapport aux swaps. Les spreads de swap sont très étroits. Donc, in fine, je pense qu'il y a encore de la place pour le crédit de bonne qualité. Et je me demande si on n'est pas dans un nouvel environnement dans lequel l'investissement investment grade devient une sorte de refuge vers la qualité, dans un environnement un rock dans l'environnement où les dettes publiques augmentent très fortement. Suivons ce qui va se passer à la fin du mois d'avril, le 26, je crois, avec Moody's, qui révise sa note sur la France, et S&P fin mai. Là, je pense qu'effectivement, on a un risque au niveau du rating. Enfin, ni Moody's ni S&P n'apprendront quoi que ce soit aux investisseurs obligataires sur l'état de la France le 26 prochain. Absolument. Mais le message... Rien contre les agences, elles font leur travail. Mais sauf que le temps des agences de notation, par rapport au temps du marché, à la profondeur du marché obligataire français et à la connaissance que les investisseurs obligataires mondiaux ont de la France, je vois pas ce qu'elles apporteraient comme nouveauté le jour de leur on a parlé de la politique budgétaire, de la hausse considérable des dettes publiques depuis une quinzaine d'années, depuis la grande crise financière, puis Covid. Donc là, l'encours de dette gouvernementale croît à un rythme beaucoup plus élevé que l'encours de dette corporate. C'est en cela qu'on est peut-être dans un environnement qui est en train de changer. Alors moi, je ne vais pas défendre les agences de notation pour les souverains. Je suis assez d'accord que ça n'apprend pas grand-chose. Ça marque quand même une tendance, en fait. Et moi, c'est plutôt en relatif. D'accord. Si on regarde l'Italie, qui a été plutôt upgradée... Portugal, toute la périphérie a été upgradée ces derniers mois. Et donc là, ça prouve que la France sort du lot. Si on avait besoin d'une preuve supplémentaire.
Oui, les agences, non, je ne sais pas. Non, les agences ne nous intéressent pas plus que ça. Je pense qu'on est déjà au courant de ce qui va se passer. Oui, mais heureusement. Le spread s'est déjà écarté. Les investisseurs ne vont pas forcément vendre sur la nouvelle. Par contre, ce que dit Vincent, évidemment, et ce que vous dites sur le long terme, ça dit quelque chose. Donc sur le court terme, c'est pas ça qui va faire l'investissement. Sur le long terme, la lente dégradation de la France est certainement un point d'attention et certainement le crédit reste une bonne valeur refuge. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nicolas Forest, Candriam, Vincent Chéniaud, General Investments et Xavier Chapard, LBPAM.